C'est tout de suite l'heure du grand angle avec un sujet qui sera traité dans le numéro 7 de la revue dessinée. Il s'agit d'une exploration de la France-Afrique et des richesses injustifiables de dictateurs milliardaires. Au dessin, pour introduire cette séquence, c'est Julien Solé. Pour la chroniquer, ce sera Daniel Cazenave. Et pour la co-présenter et surtout la présenter, c'est toi, David Servenet. Bonsoir Ziad. Salut. Retiens bien ces trois lettres, Ziad, BMA. Pourquoi ? Parce que je crois que ces trois lettres symboliseront pendant longtemps le tournant des relations troubles qui unissent les pouvoirs français et africains et ce qu'on appelle communément la France-Afrique. Ça te dit quelque chose, la France-Afrique ? Ouais. Bon. BMA, donc, pour bien mal acquis, c'est une affaire qui a éclaté en 2007, quelques semaines seulement après l'élection de Nicolas Sarkozy à la présidence de la République. Vous vous souvenez peut-être qu'à l'époque, emporté un petit peu par le souffle de sa campagne électorale, le candidat de la droite promet de rompre avec les pratiques du passé. Il veut se démarquer un peu de Jacques Chirac, notamment, son futur prédécesseur, et il promet d'en finir, je cite, dans un de ses discours, avec le clientélisme, les émissaires officieux, les détournements de l'aide au développement. Il y a donc à ce moment-là une espèce de fenêtre de tir, donc dans les semaines qui suivent l'élection de Nicolas Sarkozy, une fenêtre de tir que va utiliser un collectif d'associations emmené par le CCFD, le Comité catholique contre la faim et pour le développement. Cette association a l'idée d'accueillir notamment un jeune qui termine ses études à Sciences Po et qui a fait son mémoire sur les procédures de restitution des biens détournés par les dictateurs, notamment le Philippin Marcos ou l'Haïtien Duvalier. Et avec des avocats, ils ont l'idée assez brillante de déposer une plainte, non plus contre des dictateurs déchus, donc, mais contre des dictateurs actifs. Et c'est une plainte, on pourra en reparler, pour recel de détournement de biens publics. L'idée est très simple, en fait. Officiellement, donc, ces dictateurs ont un salaire de cadre supérieur, on va dire, dans leur pays respectif. Et en réalité, on sait qu'ils ont accumulé des fortunes, et notamment dans des fortunes de milliardaires, notamment dans des investissements en Occident. L'idée est donc de porter plainte contre eux en essayant de voir comment ils vont démontrer que leur fortune est licite, c'est-à-dire qu'elle est d'origine propre. Et là, c'est assez intéressant. On applique en fait une jurisprudence qui est déjà utilisée contre les trafiquants de drogue, notamment. C'est-à-dire justifier votre train de vie, messieurs. Donc cette plainte, au départ, vise plusieurs chefs d'État africains, puis elle se focalise petit à petit sur trois d'entre eux, les présidents du Gabon, du Congo-Brazzaville, et surtout le président de la Guinée équatoriale, et en particulier son fils qui s'appelle Teodorino Obiang, qui est aujourd'hui le vice-président de la Guinée équatoriale. Alors cette enquête, depuis 2007, a connu pas mal de rebondissements. Pour en parler, nous sommes donc avec Julien Solé, qui a dessiné l'enquête sur les BMA, que vous pourrez découvrir donc dans le numéro 7 de la revue dessinée, qui sera dès le 12 mars dans vos librairies préférées. Et puis, il y a à ma droite Xavier Harel, qui est journaliste économique, enquêteur, spécialisé dans les affaires pétrolières et de paradis fiscaux notamment. Et Xavier, la première question que j'ai envie de te poser, c'est où est-ce qu'on en est en fait de cette affaire des biens mal acquis 7 ans après ? C'est vrai que l'affaire des biens mal acquis, c'est une très très longue histoire et c'est bien pour ça qu'il y a une belle histoire à raconter. Aujourd'hui, il y a quelques mises en examen. Il y a des belles banques françaises qui sont également mises en examen. Il y aura probablement d'autres chefs d'État qui ont été visés par la plainte qui seront à leur tour mis en examen. Donc c'est une affaire toujours en progrès, il y a des perquisitions, on découvre toujours plus de choses et surtout on découvre une forme de complicité très poussée des grandes banques françaises, des compagnies pétrolières et de la classe politique française. Parce qu'au départ, alors ce qu'il faut expliquer, c'est que les policiers, les juges qui ont été désignés ont commencé par recenser en fait la fortune de ces dictateurs, c'est ça ? Oui, alors cette histoire est vraiment intéressante parce qu'elle est quelque part emblématique de la France-Afrique et de tous les mots de la France-Afrique. C'est quoi en deux mots la France-Afrique ? Eh bien, c'est en 1960, il y a 14 pays d'Afrique subsaharienne qui vont obtenir l'indépendance tous en même temps et la France qui va avoir besoin de pétrole puisque l'Algérie est sur le point d'acquérir l'indépendance à son tour. Et donc, on va miser sur quelques pays d'Afrique centrale, le Gabon, le Congo, le Cameroun, et qui vont devenir un petit peu la chasse gardée de la France. Chasse gardée qui va s'organiser autour de l'armée
et du pétrole, et donc d'Elf. Et on va se retrouver dans un système extrêmement malsain, où Elf corrompt des chefs d'État pour obtenir du pétrole à de très bonnes conditions, où Elf corrompt la classe politique française pour s'assurer qu'elle va veiller à ce que ces chefs d'État restent en place. Ces chefs d'État qui vont qui vont également financer la classe politique française pour s'assurer qu'en cas de difficulté, la France interviendra pour les maintenir au pouvoir. Et on a une sorte de triangle des Bermudes du pétrole africain, où beaucoup d'argent, énormément de revenus pétroliers sont détournés au bénéfice des chefs d'État en place, d'Elf et de la classe politique française. Et c'est ce système extrêmement pernicieux, finalement, que cette enquête va mettre en lumière. Quand tu dis beaucoup d'argent, c'est combien à peu près ? Maintenant, ça fait 50 ans, ça fait plus de 50 ans que ça dure. C'est évidemment des milliards d'euros qui ont été détournés de cette façon. Et là, c'est des centaines de millions d'euros, donc en hôtels particuliers, voitures de luxe, des comptes bancaires qui ont été identifiés aussi. C'est tout ça ? Oui, tout à fait. Alors, c'est un véritable secret de polichinelle. Ça fait des années qu'on sait que ces chefs d'État... Alors, les chefs d'État qui sont visés par ces plaintes sont évidemment emblématiques. C'est un peu la tête d'affiche de la France-Afrique. C'est Omar Bongo, c'est Denis Sassou Nguesso, c'est Ali Bongo, le fils d'Omar Bongo, c'est le président et le fils de la Guinée équatoriale, c'est le président du Cameroun. Donc c'est vraiment le cœur de la France-Afrique, le cœur du réacteur. Et donc c'est un secret de polichinelle qu'ils ont accumulé un patrimoine immobilier absolument colossal en France, notamment avenue Foch. Cette enquête, elle a permis de mettre à jour ce patrimoine, c'est-à-dire que la police a recensé ce patrimoine et découvert des choses absolument extraordinaires, comme le fils du président de la Guinée équatoriale, Teodoro dispose d'un immeuble au 42 avenue Foch, immeuble qu'il a transformé en hôtel particulier de 6000 m², évalué à 120 millions d'euros aujourd'hui. Il faut savoir que le salaire officiel de Teodoro Obiang Nguema est de $5 000 par mois. Donc c'est un petit peu compliqué de justifier ce train de vie absolument démentiel. Alors, il faut évidemment jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Il a également acheté une villa à Malibu pour $35 millions. Il a des jets, il a une collection de voitures absolument phénoménale. Et donc ces enquêtes ont permis de révéler et de mettre à jour un patrimoine qui est sans cohérence, évidemment, avec les revenus de ces chefs d'État, raison pour laquelle ils sont poursuivis. Et Teodoro Obiang Nguema, c'est une première, a été mise en examen par la justice française pour celle de détournement de fonds publics. Et ces biens ont été saisis, notamment ces voitures de luxe qui ont été vendues aux enchères, ce qui a provoqué un pataquès diplomatique, évidemment assez conséquent, puisque, évidemment... sans le dire, la France continue de soutenir ces régimes pour des raisons évidemment financières. Julien Solé, tu connaissais cette affaire avant de t'y intéresser avec Xavier ou... Mal. Je pense que ça se cantonnait aux quelques rebondissements comme ça de loin en loin que je pouvais entendre à la radio ou en lisant la presse. Je n'étais jamais rentré dans le cœur du problème. Je faisais pas le lien avec le système de la France-Afrique et de la fin des colonies. Donc oui, plutôt mal. J'ai vraiment appris tout ça en bossant dessus. Et qu'est-ce qui t'a le plus intéressé ou étonné ou intrigué dans cette histoire ? C'est les ramifications. Là, pour le coup, l'angle qu'on a choisi de la révélation de cette affaire par un homme quasiment seul au début, qui par capillarité, comme ça, a emmené d'autres ONG, d'autres personnes, la presse. Oui, c'est complètement fou. Cette histoire, il y a plus de 60 personnages qui passent des retours vers le passé pour expliquer. C'était une sorte de défi, moi, qui fait des choses complètement différentes par ailleurs. Comment est-ce que vous avez travaillé ? Question rituelle, mais parce que tu l'as dit, il y a beaucoup de personnages. C'est compliqué d'expliquer, de montrer, de dessiner les circuits de l'argent sale, par exemple. Comment est-ce que vous êtes arrivé à cette petite performance ? Parce que pour l'avoir lu, je peux vous assurer que c'est une bande dessinée qui est d'une clarté incroyable. Sur le phénomène. C'est gentil. J'ai pas encore de recul. Je l'ai terminé il y a vraiment très très peu de temps. J'ai été très très en retard. La rédaction s'en souvient encore. Et j'ai pas encore le recul pour savoir si c'est lisible. Tout ça, il y a toujours en ce moment, quand on vient de finir un boulot, là où on est un petit peu dans le flou.
Pour travailler dessus, on s'est basé sur le livre de Xavier, qui était un préalable, une sorte de Bible, mais qu'il a fallu simplifier, puis imager surtout. On s'est tout simplement donné rendez-vous pendant quelques semaines d'affilée à la rédaction de la revue pour storyboarder d'abord. C'est-à-dire que la BD était très succincte, les personnages à peine esquissés. Voilà, tu peux peut-être en parler aussi, puisque oui, c'est un rendez-vous assez agréable. Ouais, c'était le rendez-vous du mardi et c'était vraiment la meilleure journée de la semaine. Quand même, l'avantage, c'est que j'avais déjà fait une enquête, publié un livre sur le sujet, donc j'avais quand même collectionné un certain nombre d'informations et d'éléments très intéressants sur le sujet, et donc il y a eu un travail après, effectivement, de épurer, trouver un maximum de citations et essayer de trouver une narration, de trouver quelqu'un qui allait pouvoir porter le flambeau de cette histoire qui, au départ, j'aime bien la résumer comme ça, c'est un rapport de stage qui tourne à l'affaire diplomatique, quoi, à la crise diplomatique entre des États. Au départ, c'est vraiment une personne, c'est Jean Mercard et Antoine Dulin qui font un rapport et essayent de trouver un débouché judiciaire, et cette affaire va prendre des proportions complètement disproportionnées, créer des tensions incroyables entre la France et un certain nombre de ces États, avoir des conséquences. Enfin, là, il y a des chefs d'État en exercice qui ont mis en examen. Enfin, elle est intéressante et elle est compliquée à raconter parce qu'au départ, il y a une personne et à la fin, effectivement, voilà, il y a 60 personnages. Il y en a encore bien plus, finalement, si on a dû faire un peu de sélection. Et il a fallu trouver une narration, un narrateur. Et finalement, c'est Jean Mercard qui est à l'origine de cette plainte qui nous raconte cette histoire de son point de vue et toutes les évolutions qu'il y a pu avoir. Et c'est vrai que la difficulté, ça a été de trouver cette narration et finalement... Moi, j'ai peut-être un peu plus de recul parce que je n'ai pas travaillé ces 2 derniers mois. Mais je trouve que c'est une narration assez efficace. Écoute, c'est gentil. J'espère que ça te plaît. Que de gentillesse, oui. Mais moi, je pense que j'ai amené un travail d'adaptation autour du texte brut qu'amenait Xavier. Et puis, ne venant pas de la BD, il avait peut-être aussi des interrogations sur le passage à l'image, quoi, sur le fait d'avoir à séquencer, la quantité de texte par page. Les premières pages étaient très, très, très bavardes. Ça se sent d'ailleurs que au fur et à mesure de nos rendez-vous de travail, il a su trouver la bonne dose, le nombre de plans. Il a fallu créer des ruptures. Oui, en préparant l'émission de ce soir, je me faisais la réflexion que une des difficultés, sans doute, ça avait été peut-être d'éviter les poncifs, parce que quand on revoit cette histoire, elle est parfois, elle est tellement romanesque d'une certaine manière, voire caricaturale, y compris dans certains de ses personnages, que je me suis dit, est-ce que la difficulté, finalement, ça n'a pas été de pas trop tomber dans la caricature ? Oui, il y a cet aspect-là, et puis il y a l'exact inverse. Il y a des passages, notamment dans ton livre initial, qui sont des renvois judiciaires. Comment dessiner une séquence judiciaire qui s'étale sur plusieurs mois, avec plusieurs années, avec des cours de cassation, des renvois, des juges d'instruction nommés. C'est pas des choses faciles à dessiner, puisque ce sont des gens debout, en costard ou en robe, qui discutent devant des palais de justice. Donc il a fallu à la fois rendre ça intéressant et puis effectivement pas tomber dans la caricature, bien que, pour reparler de TNO, enfin de Théodora Obiang, le fils du président de Guinée équatoriale, il est une parodie, enfin il s'auto-parodie déjà par ses bagnoles, par son yacht, par son train de vie. Il a un aspect presque rockstar, comme ça, complètement délirant. Et ça, c'était pour le coup, très intéressant à dessiner. Les saisies des voitures, avenue Foch, les images existent. Hein. Il n'y a pas eu besoin d'énormément caricaturer. C'était un équilibre. Moi, je fais de la SF déconnante d'habitude dans Fluide Glacial. Là, je m'attaque à un problème politico-judiciaire. C'était un vrai défi, avec le temps imparti, de faire rentrer tout ça sur 50 pages. Ça a été dingue pour moi, ce boulot. Et est-ce que justement, ça nourrit aussi du coup ton travail en fiction ? Je sais pas, parce que tout ça est encore très récent, mais oui, j'avais déjà fait un papier pour la revue sur le Front National l'année dernière. Donc oui, là moi je prends des grosses baffes en tant qu'auteur à aller très très vite sur des choses vers lesquelles j'étais pas destiné. Donc oui, moi en tant qu'auteur, ça va nourrir mon envie de faire d'autres choses.
évidemment. Ça, c'est indéniable. Alors, juste pour resituer aussi un peu les choses, on a beaucoup parlé là, des acteurs africains de cette affaire, mais il y a aussi, et vous le mettez bien en évidence, et moi je trouve que c'est un des grands intérêts, c'est un atout de cette enquête, c'est que vous mettez aussi en évidence le rôle des intermédiaires français, parce que si tout ça est possible, c'est que il y a des banques françaises, il y a des avocats français, il y a des notaires, tout un tas d'intermédiaires en fait, qui ferment les yeux, il faut dire un peu les choses comme elles sont, et qui permettent à ce système de perdurer. Oui, alors ça c'est l'aspect positif de cette affaire. C'est qu'effectivement, aujourd'hui, des banques françaises, Société Générale, Natixis, Crédit Mutuel, sont mis en examen pour avoir participé activement à la remontée de cet argent. Pour donner un exemple, toujours le Théodore Obiang-Nguema a fait remonter 100 millions de dollars de la Guinée équatoriale via la France vers les États-Unis pour s'acheter effectivement sa villa et un certain nombre d'avions et de yachts aux États-Unis. Cet argent, ces sommes sont passées par les comptes de la Société Générale, sont passées par les comptes du Crédit Mutuel et de Natixis, qui ont peut-être fait des déclarations de soupçon. En tout cas, ces déclarations de soupçon n'ont jamais été suivies des faits. C'est que cet argent est également passé par les comptes de la Banque de France, qui a normalement pour mission de superviser l'ensemble des banques et de s'assurer qu'elles ne font pas n'importe quoi. Cet argent a circulé, est arrivé jusqu'aux États-Unis. D'ailleurs, les États-Unis sont arrivés à un accord, parce qu'il avait également l'objet de poursuite aux États-Unis, ils sont arrivés à un accord et il a reversé, il a vendu sa fameuse villa à Malibu, qui était équipée d'un golf, je le précise, avec vue sur la mer. Et elle a été revendue pour, je crois qu'il y a eu un accord autour de 30 ou 40 millions de dollars. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Le deuxième aspect, je trouve, qui est très positif dans cette histoire, c'est qu'on vit dans un monde très cynique et souvent sinistre. Et bien là, on voit que c'est pour ça qu'on l'a appelé le grain de sable, parce que finalement, cette grande mécanique qui est en place depuis maintenant 50 à 60 ans, eh bien, un individu qui était motivé par de bonnes raisons et des principes, eh bien, a réussi à la gripper et à la gripper sérieusement. En utilisant la justice française, ils ont fait avancer le droit français, ils ont permis de créer une jurisprudence qui, aujourd'hui, permet à des ONG d'attaquer, de déposer plainte pour des affaires de corruption en France, ce qui n'était pas le cas. Avant, on pouvait déposer plainte pour des problèmes environnementaux ou autres. Eh bien, désormais, on peut déposer plainte pour des problèmes de corruption. Eh bien, cette personne, Jean Mercard et Antoine Dulin, eh bien, ils ont grippé une grande machine très puissante qui était en place depuis très longtemps, et ils font d'une certaine façon reculer l'impunité. BMA, aujourd'hui, c'est une sorte de logo, de tampon, et dans tout un tas de pays en Afrique, et pas seulement dans les pays visés, eh bien, cette problématique est récupérée par la société civile et les populations, les parlementaires, la société civile de ces pays, au Sénégal, au Tchad, en Guinée, dans bien d'autres pays, eh bien, demandent des comptes à leurs dirigeants sur leur train de vie, sur pourquoi est-ce qu'en ayant quitté la présidence, eh bien, ils ont accumulé un tel patrimoine. Et c'est ça le véritable, finalement, eux le vivent comme la vraie victoire. C'est pas qu'au bout du compte, Théodorin aille en prison, ça en sera une, mais la vraie victoire, c'est que la question de l'impunité avance, pour faire reculer l'impunité. Xavier Harel, merci. Julien Solé, merci. Tout ça est à lire donc dès le 12 mars, je crois, dans le numéro 7 de la revue dessinée. Donc je ne peux pas dire mieux. Tu as dit 12 mars. Ça sera le 12 mars et ça sera donc dans le numéro 7 de la revue dessinée. Merci. On va parler un petit peu. Merci, ouais. Et merci à Daniel Cazenave qui a chroniqué en dessin. On va parler un petit peu...